Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission À vos droits, émission organisée par l'Université catholique de Lille. Je suis en présence de deux étudiantes spécialisées en droit de la responsabilité médicale. Bonjour Flore. Bonjour. Bonjour Philippine. Bonjour. Merci de votre présence. Merci à vous. Nous sommes aujourd'hui réunis afin de traiter d'un sujet qui se trouve au cœur de l'actualité, mais plus encore un sujet qui se trouve au cœur de nos vies. Nous nous interrogerons sur la prise en compte de la volonté du patient qui se trouve dans la situation particulière qu'est la fin de vie. Mais vous devez vous demander ce qu'est la fin de vie. Comment une personne se trouve en situation de fin de vie? Eh bien, la fin de vie apparaît comme un temps avant la mort qui est difficilement mesurable. Fin de vie ne signifie pas nécessairement vieillesse, car on peut être en fin de vie à tout moment. C'est le cas notamment des enfants atteints d'une maladie dite incurable. Mais le législateur, par la loi Leonetti du 22 avril 2005, vient nous donner une définition plus précise de ce qu'est la fin de vie. Il apparaît que c'est le moment où la personne se retrouve en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Le législateur a mis en place plusieurs dispositifs au cours des 20 dernières années afin de renforcer les droits et le respect de la volonté du patient en fin de vie. Flore, quels sont ces dispositifs ? Alors, le législateur a tout d'abord permis aux patients d'accéder à des soins palliatifs visant à soulager la douleur physique comme psychique. Il a également interdit l'obstination déraisonnable, autrefois appelée acharnement thérapeutique, ce qui permet d'éviter des situations dramatiques, telles que celles vécues par Vincent Lambert par exemple. Il a donné en 2002 la possibilité de désigner une personne de confiance, en 2005 la possibilité de rédiger des directives anticipées, et en 2016 la possibilité de recourir à une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et surtout, il a introduit l'obligation pour tout médecin de recourir à une procédure collégiale avant toute prise de décision. Oula, tout ça m'a l'air un petit peu compliqué tout de même. Et vous, Philippine, spécialiste du droit que vous êtes, pourriez-vous nous éclairer sur la notion de soins palliatifs? En quoi consiste-t-il? Oui, bien sûr. Alors, les soins palliatifs ont pour la première fois été consacrés lors d'une loi de 1999. Il s'agit également de soins actifs et continus qui sont pratiqués par une équipe interdisciplinaire, aussi bien à domicile qu'en institution. Ils ont pour objectif de soulager la douleur, d'apaiser les souffrances psychiques, de sauvegarder la dignité de la personne malade, mais également de soutenir son entourage. On considère généralement que les soins palliatifs ce sont tout ce qu'il y a à faire lorsqu'il n'y a plus rien à faire. Peuvent bénéficier de ces soins palliatifs toute personne étant en phase avancée ou terminale d'une maladie grave ou incurable et dont le pronostic vital est engagé. Donc vous voyez bien là que l'objectif n'est alors plus la guérison, mais bien l'apaisement des souffrances. Jacques Pradel énonce d'ailleurs au sujet de la fin de vie qu'une fin de vie digne est celle pour laquelle on ne rajoute pas de la journée aux vies, mais bien de la vie aux journées. Très bien. Donc lorsque vous parlez d'une fin de vie digne, qu'est-ce que la dignité selon vous? Et plus particulièrement, par quel biais le législateur permet-il de garantir à la personne en fin de vie le respect de sa dignité? Alors la dignité est difficile à définir. Il s'agit d'une notion large qui n'est elle-même pas définie par la loi. En revanche, le législateur a tenu à protéger la dignité du patient en interdisant l'obstination déraisonnable. Donc il y a une situation d'obstination déraisonnable lorsqu'il y a une poursuite des traitements actifs, alors qu'en l'état des connaissances actuelles de la médecine, ceux-ci apparaissent comme étant inutiles, voire disproportionnés, eu égard aux risques, aux douleurs ou aux souffrances qu'ils génèrent. Et de plus, ces traitements ne font que maintenir artificiellement le patient en vie, ce qui porte atteinte justement à sa dignité. Donc il apparaît judicieux à ce moment-là de ne pas les entreprendre ou justement de les suspendre. D'accord, très bien, merci. Mais qui détermine lorsqu'il y a ou non obstination déraisonnable? Comment la décision est prise par le corps médical? Flore, je vous écoute. Alors justement, la loi Leonetti du 22 avril 2005 a introduit l'obligation pour tout médecin de réaliser ce qu'on appelle une procédure collégiale, lorsqu'une décision médicale importante est à prendre concernant la prise en charge du patient. Donc cette procédure peut être engagée sur initiative du médecin en charge du patient ou encore à la demande de la personne de confiance et à défaut à la demande de la famille ou de l'un de ses proches. En sachant que depuis 2016, cette procédure est obligatoire dans plusieurs situations. Donc en cas d'arrêt ou de limitation des traitements, lorsqu'il y a une situation d'obstination déraisonnable, lorsque la question se pose d'une mise sous sédation profonde et continue jusqu'au décès, et enfin lorsque les directives anticipées apparaissent inappropriées au regard de la situation. Très bien. Flore, nous voyons bien les domaines concernés par cette procédure collégiale, mais comment se déroule concrètement cette procédure?
Eh bien, j'allais justement y venir. L'objectif de cette procédure est de rechercher la volonté du patient en concertation avec l'équipe de soins. Donc pour cela, vous l'avez compris, le patient est parfois hors d'état d'exprimer sa volonté. Donc l'équipe soignante va prendre en compte les directives anticipées et lorsqu'il n'y en a pas, elle va consulter la personne de confiance. Et à défaut, c'est finalement l'entourage du patient qui sera consulté. Donc il s'agit ici d'une hiérarchie de bon sens. Donc par exemple, lorsqu'il y a une question de mise sous sédation profonde et continue ou qu'il y a une situation d'obstination déraisonnable, la décision du médecin va être prise après concertation de l'équipe médicale. Donc l'avis d'au moins un autre médecin, appelé en qualité de consultant, doit être recueilli. Et de surcroît, le recueil de l'avis d'un second médecin est également possible. Mais quoi qu'il en soit, la décision médicale doit être motivée et inscrite au dossier médical du patient. Donc vous l'avez compris, Juliette, la procédure collégiale défend les intérêts du patient. L'objectif de cette procédure est vraiment de prendre la meilleure décision possible, compte tenu de l'état de santé du patient et du contexte factuel. Très bien, donc finalement, l'intérêt du patient justifie la tenue d'une telle procédure. Exactement. On voit donc que l'intérêt du patient est au centre du débat. Certains parlent même de démocratie sanitaire. Il semble également que la volonté du patient est au cœur de la prise de décision médicale. Le patient devient, pour ainsi dire, acteur de sa propre santé. Il n'est plus le profane que le siècle dernier a connu. Ce n'est plus un simple patient à qui on impose une décision médicale. Certes prise dans son intérêt, mais c'est un patient aujourd'hui qui a son mot à dire. Philippine, je vous donne la parole. Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur les dispositions légales qui visent à garantir le respect de la volonté du patient en fin de vie ? Oui, alors il existe 2 mécanismes permettant au patient de faire connaître sa volonté dans l'hypothèse où il ne serait plus capable de l'exprimer. Donc on a tout d'abord la notion de personne de confiance et ensuite celle des directives anticipées. Donc, premièrement, concernant la personne de confiance, il s'agit d'une personne qui rend compte de la volonté du patient et cette dernière peut assister le patient aussi bien lors de ses démarches qu'entretiens médicaux. Donc, l'avis de la personne de confiance est simplement consultatif, c'est-à-dire qu'il va exprimer la volonté du patient envers les médecins, mais libre ensuite à eux de la respecter ou non. Sachez que toute personne majeure peut désigner sa personne de confiance par écrit et cette désignation doit être signée aussi bien par le patient que par la personne qui aura été désignée et cela approuvera donc l'accord de la personne désignée comme étant personne de confiance. Cette désignation peut être annulée ou modifiée à tout moment. Et deuxièmement, concernant les directives anticipées, donc il s'agit d'un document écrit, daté et signé sur lequel la personne va rédiger ses volontés concernant des traitements qu'elle voudrait ou qu'elle ne voudrait pas recevoir dans l'hypothèse où elle serait inconsciente ou dans l'incapacité de s'exprimer. Ces directives anticipées sont opposables au corps médical, c'est-à-dire que les médecins ont l'obligation de rechercher leur existence. Il y a seulement 2 hypothèses dans lesquelles ils pourront ne pas les respecter. C'est en cas d'urgence vitale, le temps d'effectuer les premiers soins, ou alors lorsque les directives anticipées apparaissent comme étant inappropriées eu égard à la situation. D'accord, donc tant que ces directives anticipées sont accessibles et paraissent appropriées au regard de la situation, elles sont consultées par l'équipe de soins. Tout à fait. D'accord. Et respectées. D'accord, merci. Mais ce document peut-il prévoir des traitements particuliers relatifs à la situation de fin de vie autre que les soins palliatifs ? Le patient peut-il préciser la nature des traitements qu'il désire recevoir ? On pourrait penser à la prise d'un médicament de type injection létale qui entraînerait la mort du patient, ce qui renverrait à la notion d'euthanasie. Philippine, ces possibilités sont-elles offertes aux patients ? Alors, est-ce que vous êtes en train de me demander si l'euthanasie aurait été reconnue de façon occulte en France ? En quelque sorte, oui. Alors non, l'euthanasie n'a en rien été reconnue de façon occulte en France. Il n'est encore aujourd'hui pas possible d'administrer un médicament à une personne dans le but de lui donner la mort, contrairement à ce qui est pratiqué dans les pays voisins. Et un patient ne pourrait pas l'exiger au sein de ses directives anticipées, et si tel serait le cas, ce ne serait pas respecté. D'accord, alors pourquoi ne légalise-t-on pas l'euthanasie en France ? Alors nous ne légalisons pas l'euthanasie en France puisqu'il n'est pas nécessaire de la légaliser. En effet, le législateur, en 2016, a consacré un droit à la sédation profonde et continue, provoquant une altération de la conscience qui est maintenue jusqu'au décès. Donc il est important de distinguer l'euthanasie de la sédation profonde. La sédation profonde est pratiquée lorsque le pronostic vital du patient est avancé à un stade grave et cette sédation s'accompagne d'un arrêt des traitements.
D'accord, très bien. Merci. Et vous, Flore, en tant que juriste, vous devez vous aussi connaître la notion de sédation et profonde et continue jusqu'au décès. Oui, bien sûr. C'est en fait la recherche, par des moyens médicamenteux, d'une diminution de la vigilance pouvant aller jusqu'à la perte de conscience. Donc en réalité, on va administrer un antidouleur puissant, permettant au patient d'abréger ses souffrances et de s'endormir en paix. Et en parallèle, on va arrêter l'ensemble des traitements jusqu'alors délivrés aux patients. Et ces traitements peuvent notamment être l'alimentation et l'hydratation artificielle. D'accord, mademoiselle, mais je suis désolée, bien que le sujet de la fin de vie soit un sujet passionnant, malheureusement, nous manquons de temps, nous devons nous arrêter là. Je crois que nos chers téléspectateurs ont très bien compris que l'euthanasie n'était pas légalisée en France, mais que le législateur avait prévu divers mécanismes juridiques permettant d'allier le respect de la volonté du patient ainsi que le respect de sa volonté. Dignité. Ainsi, je vous remercie infiniment pour votre présence et votre participation. Merci à vous. Et vous, chers téléspectateurs, je vous dis merci et à bientôt sur l'émission À vos droits.